Peu de légendes du rock ont vécu une existence aussi hardiment et chaotiquement que Mick Jagger. Depuis qu'il est le leader iconique des Rolling Stones, auteur d'hymnes indélébiles qui ont défini des générations entières, jusqu'à être le père de 8 enfants avec 5 femmes différentes, la vie de Jagger est une toile tissée de scandales, de surprises et de moments qui ont marqué l'histoire. Derrière ses performances électrisantes, où il bondit sur scène avec une énergie juvénile défiant l'âge, se cache un homme qui a passé des décennies à jongler avec les pressions colossales de la célébrité, les affres des dépendances, des relations personnelles tumultueuses et des décisions qui ont souvent choqué ses fans, mais aussi ses propres camarades de groupe. Aujourd'hui, après plus de 60 ans passés à enflammer les scènes du monde entier et 81 ans d'une vie extraordinaire, Mick Jagger lève enfin le rideau sur des vérités longtemps soupçonnées mais rarement exprimées. Il est prêt à dévoiler ce qu'il a réellement façonné, les coulisses de la légende, les fragilités derrière la façade. Plongeons ensemble dans le parcours extraordinaire de cet homme qui a non seulement changé la musique pour toujours, mais qui s'apprête maintenant à révéler son véritable héritage. Êtes-vous prêt à découvrir le Mick Jagger que vous ne connaissez pas? L'émergence d'une légende, de Dartford à la rencontre fatidique. Né le 26 juillet 1943 dans la petite ville anglaise de Dartford, dans le Kent, Michael Philip Jagger est venu au monde dans un climat d'incertitude, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait encore rage, projetant des ombres d'anxiété mais aussi de résilience sur la Grande-Bretagne. Son père, Basil Joe Jagger, incarnait la discipline et la structure, travaillant comme professeur d'éducation physique et s'étant même fait connaître pour avoir introduit le basketball dans les écoles britanniques, une figure d'autorité et d'innovation. Sa mère, Eva Ansley Marie, apportait chaleur et vitalité au foyer familial. Coiffeuse de métier, elle portait en elle l'esprit audacieux de sa ville natale Sydney en Australie, ainsi qu'une passion pour la politique conservatrice qui allait à sa manière façonner la vision du monde de son fils, lui offrant un contraste stimulant. Ensemble, ils ont offert au jeune Mick et à son frère cadet Chris un équilibre entre fermeté et curiosité, une base solide pour un esprit en ébullition. Dès ses premières années, la musique sembla s'infuser naturellement dans la vie de Jagger. Contrairement à nombre de ses contemporains issus de familles de musiciens, l'attirance de Mick pour le son venait de lui-même, une véritable vocation intérieure. Enfant, il rejoignit la chorale de l'église locale, non par obligation, mais par un amour pur du chant. Qu'il s'agisse d'un hymne solennel ou d'un air populaire grésillant à la radio familiale, Mick absorbait tout. La BBC, avec sa programmation formelle, et Radio Luxembourg, au répertoire plus audacieux fait de rythme and blues américain, devinrent ses professeurs informels. Il n'écoutait pas simplement, il étudiait, imitait, rêvait, se nourrissant de ces sons qui venaient d'un autre monde. Septembre 1950 marqua un moment clé lorsque Mick, alors âgé de 6 ans, entra à l'école primaire de Wentworth. C'est là qu'il rencontra Keith Richards, un camarade qui partageait sa fascination grandissante pour cette musique encore marginale. Leur amitié fut immédiate, nourrie par des intérêts communs et les joies simples de l'enfance. Ensemble, ils jouaient, partageaient leurs découvertes et parlaient de la musique qui les enthousiasmait et les poussait à rêver. Mais la vie en décida autrement. En 1954, lorsque Mick avait 11 ans, les Jagger déménagèrent à Wilmington, rompant ce lien précoce. Les deux garçons suivirent alors des chemins séparés. Mick se plongea dans ses études au Dartford Grammar School où il excella, mu par l'ambition et sans doute aussi par les attentes élevées placées en lui. Durant toute sa scolarité, Jagger jongla entre deux mondes distincts. D'un côté, il était l'élève appliqué, décrochant 7 O-level et 2 A-level, se préparant sérieusement à une carrière conventionnelle, un avenir sérieux. De l'autre, il entretenait en secret sa passion musicale grandissante, un monde parallèle de liberté et de création. À la fin des années 1950, adolescent, il forma un petit groupe de garage avec son ami Dick Taylor. Il reprenait sans relâche des morceaux de Muddy Waters, Little Richard, Chuck Berry et d'autres héros du blues américain dont il traquait les disques avec un zèle quasi missionnaire, comme des trésors enfouis. Pour eux, ces chansons n'étaient pas de simples airs, elles étaient des passerelles vers un autre monde fait d'émotions brutes, de rébellion et d'une authenticité palpable qui résonnait profondément en eux. Le véritable tournant, la rencontre qui allait changer l'histoire de la musique, survint le 17 octobre 1961. Ce matin-là, sur le quai numéro 2 de la gare de Dartford, Jagger aperçut un visage familier, Keith Richards. 3 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre, mais la connexion fut instantanée, comme si le temps n'avait jamais existé. Mick tenait sous le bras quelques disques précieux, parmi eux des albums révolutionnaires de Chuck Berry et de Muddy Waters.
Les yeux de Case s'illuminèrent à cette vue, reconnaissant chez Mick le même feu, la même obsession musicale. Cette rencontre fortuite n'était pas qu'une simple réunion d'anciens camarades, c'était le réveil d'un partenariat musical qui allait bientôt bouleverser l'histoire du rock, une étincelle qui allait déclencher un incendie. Dans les semaines suivantes, Mick et Case commencèrent à se voir régulièrement, transformant leurs sessions d'écoute en véritables laboratoires sonores. Ils écoutaient, jouaient, rêvaient ensemble de créer un son qui leur était propre. Rapidement, ils reformèrent un groupe avec Dick Taylor, rejoint par Alan Ettringham et Bob Beckwith, pour fonder The Blues Boys. Ils répétèrent sans relâche, cherchant à maîtriser le son brut et chargé d'âme du blues de Chicago qu'ils admiraient tant, le déconstruisant pour mieux le réassembler. Alors que d'autres adolescents de leur âge se contentaient de balles scolaires ou de matchs de football, Jagger poursuivait autre chose, un son, une émotion, un appel irrépressible qui le tirait vers un destin plus grand. En parallèle, et c'est une facette souvent méconnue, il poursuivait ses études à la London School of Economics, ayant obtenu une bourse gouvernementale grâce à ses excellents résultats scolaires. Il y étudia la finance et la comptabilité. Pendant un moment, il sembla qu'il pourrait suivre une voie très différente, peut-être vers le journalisme, la politique ou les affaires, des carrières plus conventionnelles. Jagger a d'ailleurs reconnu plus tard avoir sérieusement envisagé ces options, allant même jusqu'à réfléchir au fait qu'une carrière en politique aurait pu ressembler à celle d'une pop star, compte tenu du charisme et de la mise en scène publique que les deux exigeaient. Mais aucun amphithéâtre universitaire ne pouvait rivaliser avec l'attrait viscéral du blues et aucun manuel ne pouvait capturer l'excitation d'un nouveau riff ou d'une nouvelle parole partagée avec Case, cette communion créative. À l'approche de 1962, leurs répétitions informelles et leurs petits concerts avec The Blues Boys ouvrirent la voie à une ambition plus grande. Le trio, toujours à la recherche de la perfection sonore, rejoignit bientôt Brian Jones et Ian Stewart, et ce qui avait commencé comme des sessions improvisées se transforma en quelque chose d'électrique, de palpable, d'unique. Les Rolling Stones étaient nés, non pas d'un plan grandiose préétabli, mais de la passion brute, de l'audace juvénile et de la détermination inébranlable de jeunes hommes à la poursuite d'un son qui allait bientôt captiver le monde entier. La conquête du monde, les Rolling Stones, légende et scandale. Le parcours des Rolling Stones, d'espoir londonien mal dégrossi à icône mondiale du rock, est autant une histoire de musique révolutionnaire que de défis titanesques, de tragédies personnelles et d'une incroyable capacité de survie. Tout commença officiellement le 12 juillet 1962, au mythique Marquee Club sur Oxford Street. Ce soir-là, le groupe ne s'appelait pas encore The Rolling Stones, mais The Rolla Stones, un nom emprunté à une chanson de Muddy Waters qui traduisait leur profonde admiration pour le blues américain, leurs racines musicales inébranlables. Leur matériel était bricolé, en grande partie emprunté à des amis musiciens comme Alexis Cornet de Blues Incorporated, un signe de leur début humble. Ce qui leur manquait en ressources, ils le compensaient par une énergie brute, une passion contagieuse et une présence scénique déjà magnétique. La formation initiale comptait Mick Jagger au chant, Keith Richards et Brian Jones à la guitare, Ian Stewart au piano, Dick Taylor à la basse, et Mick Avory, et non Tony Chapman comme souvent rapporté, à la batterie. Le cachet était dérisoire, mais une graine avait été plantée, le début d'une aventure colossale. En 1963, la rumeur de leur concert rugueux, électrisant et profondément authentique s'était répandue comme une traînée de poudre dans le milieu underground londonien. Cette année-là, les Stones obtinrent une résidence de 5 mois au Crawdaddy Club à Richmond, puis au mythique Elpie Island Hotel, un haut lieu bohème sur la Tamise. Cette résidence intensive affina leur son, resserra leurs liens en tant que groupe, et leur permit de développer leur identité scénique inimitable. C'est à cette époque qu'un jeune manager visionnaire nommé Andrew Loog Oldham entra en scène. À peine dans la vingtaine, Oldham voyait les Stones non seulement comme un groupe talentueux, mais comme une marque puissante. Il façonna délibérément leur image en opposition diamétrale aux Beatles, les positionnant comme plus durs, plus dangereux, moins polis, les bad boys du rock, un contraste qui allait les rendre irrésistibles. Mais la plus grande contribution d'Oldham fut de pousser Mick Jagger et Keith Richards à écrire leurs propres chansons. Réticents au début, ne se considérant que comme des interprètes de blues, ils libérèrent rapidement un partenariat d'écriture qui allait définir le rock pour des décennies, le duo Glim et Twin était né. Leurs premiers titres originaux notables furent The Last Time en 1965, puis le sismique I Can't Get No Satisfaction. Satisfaction fut le morceau qui les distingua définitivement. Il captura avec une intensité rare la frustration de la jeunesse dans un monde en mutation, avec son riff de guitare saturé et ses paroles moqueuses, frondeuses.
La chanson atteignit la première place aux États-Unis et au Royaume-Uni, consolidant l'image des Stones comme des rebelles à guitare, des iconoclastes. D'autres succès suivirent à un rythme effréné. Painted Black, Ruby Tuesday, Let's Spend Night Together, des chansons devenues des hymnes pour une génération avide de briser les conventions, de défier l'ordre établi. Mais avec l'ascension fulgurante de la célébrité vint inévitablement la surveillance accrue des médias et des autorités. En 1967, une série d'articles sensationnalistes dans la presse pointa du doigt le mode de vie débridé des stars de la pop, plaçant les Stones au centre de la controverse. Le premier article visait Donovan, mais le second s'attaqua frontalement aux Stones. Il affirma avoir vu Mick Jagger consommer de la drogue dans un club, même si l'on découvrit plus tard que le journaliste avait confondu Brian Jones avec Mick, une erreur lourde de conséquences. Quoi qu'il en soit, le mal était fait, l'image était ternie. Peu après, la police fit une descente au domaine Redland de Keith Richards, une intrusion violente. Jagger et Richards eurent de sérieux ennuis judiciaires pour ce qui était considéré comme des délits mineurs liés à la drogue, suscitant une vague de sympathie du public et alimentant un débat national sur l'équité du traitement des célébrités face à la loi. Leur peine, 3 mois de prison pour Jagger et 1 an pour Richards, furent jugées sévères, perçues comme un avertissement brutal adressé à l'ensemble de la contre-culture. Le tollé fut immédiat. Même le prestigieux Times, sous la direction conservatrice de William Rees-Mogg, prit leur défense en publiant un éditorial resté célèbre et d'une rare éloquence, « Who break a butterfly on a wheel » qui brise un papillon sur une roue. En appel, les peines furent réduites, mais la réputation des Stones, comme hors-la-loi du rock, était désormais scellée à jamais. Puis vint une tragédie plus intime et déchirante. Brian Jones, le brillant multi-instrumentiste qui avait cofondé le groupe et lui avait donné son nom, sombrait. Ses problèmes personnels et judiciaires, aggravés par sa dépendance, rendaient difficile sa participation aux projets internationaux du groupe, l'isolant de plus en plus de ses camarades. En juin 1969, la situation devint insupportable. Jagger, Richards et le batteur Charlie Watts rendirent visite à Jones dans sa maison du Sussex, Coachford Farm, un lieu chargé d'histoire. Brian, diminué mais lucide, accepta de quitter le groupe, une décision mutuelle mais douloureuse. Il fut remplacé par le jeune et talentueux guitariste Mick Taylor, un musicien virtuose. Moins d'1 mois plus tard, le 3 juillet 1969, Brian Jones disparut tragiquement chez lui, noyé dans sa piscine. Un choc immense et dévastateur pour le groupe entier, qui perdait un frère. Il avait 27 ans. Cette perte ébranla profondément les Stones. 2 jours plus tard, il devait donner un grand concert gratuit à Hyde Park, un spectacle qui prit alors des allures de commémoration spontanée. Vêtu de blanc pur, Jagger monta sur scène et lut des extraits des Adonais, les élégies de Percy Bysshe Shelley pour John Keats, un hommage poétique poignant. Puis, alors que des milliers de papillons étaient relâchés dans le ciel londonien, le groupe entama son set. Des morceaux comme Honky Tonk Women, sortis la veille, résonnèrent dans le parc, mêlant le chagrin à l'hommage, la fête à la tristesse. Mais le destin n'en avait pas encore fini avec eux. Le 6 décembre 1969, lors de l'Altamont Free Concert en Californie, ce qui devait être un Woodstock de la côte ouest tourna au chaos absolu. Les Stones, portés par le succès de Let It Bleed, avaient recruté des membres du club de motards Hells Angels pour assurer la sécurité, une décision controversée. La sécurité fut gérée de manière désastreuse par un groupe mal préparé à l'ampleur et à la nature imprévisible de l'événement, et la tension dégénéra rapidement. L'atmosphère était lourde dès l'arrivée de Jagger, qui fut frappé au visage par un fan en furie avant même de rejoindre la scène. La nuit tombée, pendant l'interprétation d'une version sinistre des Under My Thumb, une altercation près de la scène tourna au drame, lorsqu'un spectateur, Meredith Hunter, fut poignardé à mort par un Hell Angel. Cet événement jeta une ombre indélébile sur ce qui devait être une célébration musicale. Les Stones, inconscients de toute l'horreur qui se déroulait réellement, continuèrent à jouer, craignant qu'arrêter ne déclenche une émeute encore plus grande. Ces événements tragiques furent immortalisés dans le sombre documentaire Jim Shelter, les inscrivant à jamais dans l'histoire tragique du groupe. Jagger avoua plus tard avoir eu une peur bleue ce soir-là, hanté par la proximité du danger de mort. La presse accabla le groupe pour les décisions qui avaient mené à la catastrophe. Ce qui devait couronner les années 60 comme un triomphe de paix et de musique devint au contraire un sombre symbole de la face cachée et violente de cette époque. À travers tout cela, les Rolling Stones ont tenu bon, meurtris, assagis, mais pas brisés.
Leur légende grandit non seulement grâce à leur musique intemporelle, mais aussi parce qu'ils avaient traversé le feu et poursuivi leur route, conquérant le monde un scandale, une perte, une chanson rebelle à la fois. Si vous aussi, vous êtes fasciné par l'histoire du rock, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo. Les années 80 et l'effondrement des Glimétois. Pendant une grande partie des années 1970, malgré les turbulences, le partenariat emblématique Jagger-Richard, affectueusement surnommé les Glimétois, enchaîna les succès légendaires. Des albums comme Sticky Fingé, Exil en Mincein et Some Girls prouvèrent leur incroyable alchimie créative, consolidant leur statut d'un des duos d'écriture les plus prolifiques de l'histoire du rock. Mais à l'aube des années 1980, l'ère nouvelle de MTV bouleversa le monde musical, et les fissures, déjà existantes, s'élargirent dangereusement. La soif d'expérimentation de Jagger, attirée par les sonorités plus contemporaines et les collaborations pop, entra en conflit direct avec l'attachement viscéral de Richard aux racines blues et rock'n'roll pur des Stones. Leurs visions artistiques divergèrent de plus en plus, créant une tension palpable au sein du groupe. Lorsque Jagger lança sa carrière solo avec l'album She's the Boss en 1985, suivi de Primitive Cool, Richard se sentit non seulement trahi, mais profondément abandonné, y voyant une menace directe à l'existence même des Rolling Stones. Leur album de 1986, Dirty Work, refléta cette rupture amère. Le disque fut décousu, enregistré dans une ambiance tendue où les membres du groupe travaillèrent souvent séparément, les tensions étant si vives qu'ils ne pouvaient plus supporter d'être dans la même pièce. Richard, blessé et en colère, ne manqua pas une occasion de se moquer publiquement de Jagger, le surnommant sarcastiquement Brenda et Her Majesty, des pics acérés contre ce qu'il percevait comme un ego démesuré et un comportement de diva chez son partenaire de toujours. Les mémoires de Richard, Life, publiées en 2010, n'épargnèrent absolument pas Jagger, décrivant leur relation comme tendue depuis des décennies et l'accusant d'avoir laissé la célébrité lui monter à la tête, de s'être éloigné de leurs idéaux rock'n'roll. Mais Jagger n'était pas non plus sans responsabilité dans l'alimentation de ces tensions. En acceptant un anoblissement de la reine en 2003, devenant Sir Mick Jagger, il creusa encore le fossé avec Richard, qui critiqua ouvertement cette distinction comme étant incompatible avec leur image de rebelles intransigeants du rock, une trahison de leurs origines. Pourtant, derrière les pics publics, les accusations et les rancœurs, subsistait un lien complexe et indéfectible, que ni l'un ni l'autre ne pouvaient rompre. Comme le dit Richard avec une certaine fatalité, ils n'étaient peut-être plus amis au sens conventionnel, mais ils étaient indéniablement des frères, à jamais liés par la musique, par une histoire partagée qui couvrait des décennies, et par le poids colossal de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Malgré les tempêtes et les ruptures annoncées, la force de leur partenariat musical les a toujours ramenés l'un vers l'autre, prouvant que leur alchimie créative dépassait de loin leur querelle personnelle. Le père, l'amant, l'homme derrière le mythe, vie privée et passion. Pendant des décennies, la présence assurée de Mick Jagger sur scène, son charme magnétique et son énergie inépuisable ont défini ce que signifiait être une rockstar, une incarnation vivante du sex-appeal et de la rébellion. Mais derrière les lumières éclatantes des projecteurs, les foules en délire et les riffs de guitare iconiques se cachait un homme dont la vie personnelle fut souvent aussi chaotique et turbulente que ses performances les plus déchaînées. Mick Jagger, malgré sa gloire et sa fortune colossale, a mené une existence marquée par des relations complexes et médiatisées, des pertes déchirantes et le rôle discret, souvent méconnu, de père, qu'il a façonné d'une manière que peu de gens comprennent réellement, ajoutant des couches de vulnérabilité à son image publique. La première véritable histoire d'amour significative de Jagger remonte au milieu des années 1960 lorsqu'il tomba éperdument amoureux de Marianne Faithfull, la chanteuse et actrice éthérée qui devint à la fois sa muse et sa partenaire pendant certaines des années les plus créatives et les plus turbulentes des Stones. Ensemble, ils incarnaient les excès et la beauté de la scène londonienne des Swinging Sixties, un couple iconique. Mais leur relation, intense et passionnée, fut marquée par la tragédie. En 1969, Faithfull tomba enceinte de Jagger, d'une fille qu'il prévoyait d'appeler Corinna. La joie fut de courte durée. Ils vécurent une perte extrêmement douloureuse à cette époque, un avortement spontané qui constitua un tournant majeur et déchirant dans leur relation. Faithfull se souvint plus tard de cette période avec une grande émotion, expliquant comment chacun avait fait face à cette douleur incommensurable. Elle s'enfonça dans ses propres démons, tandis que Jagger se plongea encore plus dans le travail, peut-être comme un moyen de gérer leur chagrin commun, une forme d'évasion. Cette perte annonçait déjà l'instabilité qui entrait nombre de ses relations futures,
une difficulté à concilier l'intensité de sa vie professionnelle avec la profondeur de ses engagements personnels. En 1970, Jagger, à peine remis, entama une liaison avec Marsha Hunt, la chanteuse et actrice américaine au charme saisissant, bien qu'elle fût mariée à l'époque. Leur relation fut brève mais d'une importance capitale dans la vie de Mick. En novembre de la même année, Marsha donna naissance à Carrie Jagger, le premier enfant de Mick, une fille qu'il soutint discrètement, même si ses aventures amoureuses continuaient à faire les gros titres et à alimenter la presse à scandale. Puis vint Bianca Pérez Mora Macias, la mondaine nicaraguayenne glamour, qui devint Madame Mick Jagger lors d'un somptueux mariage célébré en 1971 à Saint-Tropez, un événement qui fit sensation et sembla promettre, pour un temps, une certaine stabilité dans la vie agitée du rocker. Ensemble, ils accueillirent Jade Jagger en octobre 1971, une autre fille. Mais la célébrité incessante, la tentation omniprésente et le rythme effréné des tournées mondiales de Mick eurent raison de leur couple. Bianca, farouchement indépendante et refusant ses infidélités répétées, demanda le divorce en 1978, citant ses innombrables liaisons comme cause de rupture. Bianca déclara plus tard, avec une amertume révélatrice, que son mariage s'était terminé le jour même où il avait commencé, un constat brutal sur le prix à payer pour s'unir au plus célèbre des séducteurs du rock. Sans perdre de temps, le cœur de Jagger, toujours en quête de nouvelles expériences, trouva une nouvelle partenaire en Jerry Hall. La mannequin texane à la chevelure ensoleillée devint sa compagne la plus durable, leur relation s'étendant sur les 2 décennies suivantes. Leur idylle débuta en 1977, et bien qu'ils ne l'officialisèrent que lors d'une cérémonie à Bali en 1990, ultérieurement jugée invalide sur le plan légal, leur union donna naissance à 4 enfants, Elizabeth, James, Georgia May et Gabriel, formant une grande famille. Mais même Jerry, avec toute sa grâce, sa patience et son amour inconditionnel, ne put supporter les infidélités récurrentes de Mick. Sa liaison avec la mannequin et animatrice brésilienne Luciana Gimenez Morad à la fin des années 1990 aboutit à la naissance de son enfant Lucas, un scandale qui éclata au grand jour. Cette révélation fut la goutte d'eau qui brisa le reste de son union avec Jerry, et en 1999, leur relation, comme tant d'autres avant elle, s'effondra sous le poids des trahisons. Peut-être la douleur la plus profonde et la plus intime de la vie de Jagger survint beaucoup plus tard, en 2014. Alors qu'il était en tournée en Australie, il apprit la disparition soudaine et tragique de sa compagne de longue date, la styliste Lauren Scott. Lauren, élégante, créative et d'une grande discrétion, avait été à ses côtés pendant plus de 10 ans, lui apportant un soutien silencieux et une stabilité que Mick connaissait rarement dans ses relations publiques. Cette perte fut un choc immense, une déchirure profonde pour le rocker. Pour une fois, le leader des Stones, d'ordinaire si réservé sur ses émotions, montra une vulnérabilité rare, exprimant publiquement sa peine et son désarroi dans un message sincère, touchant ses fans. De cette obscurité naquit cependant un chapitre plus apaisé, une renaissance. Mick trouva du réconfort et un nouveau sens à la vie avec la danseuse de ballet américaine Mélanie Hamrick, avec qui il accueillit son enfant d'Evro Octavian Basil Jagger en 2016. Jagger, alors âgé de 73 ans, se retrouva en terrain inconnu, un père vieillissant, apprenant à élever un jeune enfant tout en réfléchissant à son parcours de vie. À 80 ans, Jagger confiait en interview que la paternité à ce stade de sa vie lui semblait étrange. Il reconnut se sentir hors d'entraînement pour le rôle de jeune père, expliquant que son approche était plus détendue, plus laisser faire, comme il le disait avec un sourire. Mais il était déterminé à soutenir et à encourager le chemin unique de son fils, lui offrant une présence que ses aînés n'avaient pas toujours eue. Si vous êtes touché par ces histoires de vie intime des stars, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à partager cette vidéo. La vérité révélée, Mick Jagger accepte son héritage. À 80 ans, Mick Jagger a commencé à livrer des réflexions qui font tomber le masque de la légende du rock intouchable, révélant une profondeur insoupçonnée derrière la façade exubérante. Dans de récentes interviews, il a parlé franchement des réalités souvent dures de la vie derrière la célébrité. Jagger admet qu'être une rockstar, malgré ses sensations fortes et l'adulation des foules, l'a souvent laissé intellectuellement inassouvi. Il a décrit ce rôle comme peu exigeant sur le plan intellectuel et a confessé que, dans sa jeunesse, il avait sérieusement envisagé de devenir enseignant ou journaliste, des voies qui, selon lui auraient peut-être apporté un autre type d'accomplissement, une stimulation intellectuelle différente. Sa fascination précoce pour l'écriture et la politique, que nous avons évoquée, était authentique et il lui arrive de se demander, avec une pointe de mélancolie,
comment sa vie aurait évolué s'il les avait poursuivis au lieu de suivre l'appel du rock. Jagger a également évoqué le coût émotionnel du personnage qu'il s'était construit sur scène et dans les médias. Les tournées incessantes, aussi grisantes fussent-elles sur scène, l'ont souvent laissé isolé, même entouré d'une cour. Il a parlé sans détour de moments de profonde solitude, notamment lors de longues absences loin de sa famille et de ses amis, des sacrifices silencieux de la célébrité. Sa relation avec Keith Richards, bien que constitutive du cœur des Rolling Stones, reflète le prix de leur succès commun. Jagger reconnaît que la rivalité, qui a souvent été une force motrice, par moments, est devenue amère et destructrice. Les années ont apporté des affrontements autour du contrôle artistique, de la vision du groupe, inévitablement, de l'ego de chacun, des conflits qui ont mis à l'épreuve le lien puissant né sur un quai de gare à Dartford. Pourtant, malgré les tensions, les pics publics et les brouilles, Jagger admet que leur connexion musicale, cette alchimie unique et irremplaçable, les a toujours ramenés l'un vers l'autre, plus forte que les mots, plus forte que les disputes. C'est ce fil invisible qui a maintenu les Rolling Stones ensemble à travers les décennies. Aujourd'hui, Jagger considère différemment sa place sur scène et dans le monde de la musique. La soif de domination, l'arrogance des jeunes années, s'est apaisée, remplacée par le désir plus humble de créer et de partager. Son travail récent sur l'album Hackney Diamonds, le premier album de nouveaux morceaux des Stones en 18 ans, aux côtés d'artistes contemporains comme Lady Gaga et Paul McCartney, reflète ce changement de perspective. Non plus prouver qu'il est le meilleur, mais transmettre, partager son expérience et son amour de la musique. Jagger plaisante même à propos de l'idée de tournée post-mortem, où la technologie pourrait un jour permettre aux Stones de continuer à jouer après sa disparition, une preuve de son humour noir et de sa conscience de l'héritage. L'histoire de Mick Jagger est faite de talent, de tourments, de résilience et de transformation. C'est le récit fascinant d'un homme qui, après avoir incarné la rébellion, accepte enfin de révéler les nuances de sa propre vérité. Conclusion, l'héritage indélébile de Mick Jagger. Après toutes ces décennies d'une vie vécue à 100 à l'heure, Mick Jagger demeure une force de la nature, un phénomène culturel qui continue de défier le temps et les conventions. Son parcours, depuis les scènes enfumées des clubs londoniens jusqu'aux stades bondés du monde entier, est une leçon de persévérance, d'adaptabilité et d'une passion inébranlable pour la musique. Il a été le visage de la rébellion, le symbole de l'excès, mais aussi un artiste d'une intelligence rare, capable de se réinventer sans jamais renier ses racines. La vie de Mick Jagger est un kaléidoscope de moments iconiques, de performances légendaires, mais aussi de luttes personnelles, de relations complexes et de pertes qui ont forgé l'homme derrière le mythe. Aujourd'hui, en choisissant de lever le voile sur des aspects plus intimes de son existence, il nous offre une chance unique de comprendre l'être humain derrière la rockstar, les doutes et les réflexions qui habitent un esprit aussi brillant que son talent. Sa capacité à rester pertinent, à innover et à continuer de créer à 81 ans témoigne d'une soif de vie et d'une énergie qui reste inégalée. Le chapitre des Rolling Stones n'est pas encore écrit, et Mick Jagger, avec ses confessions, ajoute une profondeur et une humanité nouvelle à une légende qui semblait déjà tout avoir révélée. Et vous, après avoir plongé dans l'extraordinaire parcours de Mick Jagger, quelle est votre chanson ou votre moment préféré des Rolling Stones? Un riff inoubliable, une performance scénique qui vous a marqué, ou peut-être une anecdote personnelle liée à leur musique. Partagez-le en commentaire ci-dessous, nous sommes impatients de lire vos témoignages. Et si vous avez apprécié cette plongée approfondie dans la vie d'une icône du rock, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis fans des Stones, et surtout, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires extraordinaires du monde de la musique. Votre soutien est essentiel pour nous aider à continuer à explorer ces destins fascinants. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure rock'n'roll, et à très bientôt pour la prochaine légende.